OK, on va donner de l'énergie à notre prochain conférencier. Ça va toujours bien, tout le monde? Yes! Mathieu Boisvert est un expert en agilité depuis maintenant 2004, donc ça fait 15 ans qu'il est un acteur important dans l'établissement de la stratégie d'adoption des approches agiles pour de nombreuses équipes et entreprises. Mathieu est également un chargé de cours à la chaire de gestion de projet de l'UQAM et au Centre de formation continue de la Faculté de génie de l'Université de Sherbrooke. C'est un formateur reconnu par Scrum.org, un conférencier actif dans la communauté agile et aussi le co-auteur avec Sylvie Trudel du livre « Choisir l'agilité », du développement logiciel à la gouvernance. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement avec sa conférence « Le bon et le moins bon de l'auto-organisation », Mathieu Boisvert. Bonjour tout le monde. Je suis un peu surpris parce que je ne savais pas que j'allais être dans la grande salle. Je suis content d'être dans la grande salle, je ne veux pas me plaindre. Sauf que moi, j'avais prévu un atelier. Et là, l'atelier est devenu énorme. L'atelier n'est pas très long. C'est l'argument que j'utilise habituellement en formation pour être capable d'expliquer la valeur de l'autogestion. Voulez-vous essayer le plus grand atelier pour démontrer la valeur de l'autogestion de, je crois, tous les Agile Tours? Voulez-vous l'essayer? OK, préparez-vous. Ce que vous avez besoin, c'est d'être sûr que vous avez votre portefeuille et vos téléphones avec vous parce que je vais vous faire déplacer. Donc, soyez pas inquiets de laisser quelque chose sur la table. Ça ne durera pas très longtemps. Vous allez pouvoir vous rasseoir tout de suite après. Donc, vous allez, et je veux 2 fils. Donc, distribuez-vous comme vous voulez, en notant que j'ai une file dans le couloir ici et une file dans ce couloir-là. Vous allez vous placer de A jusqu'à Z par le nom de la rue sur laquelle vous habitez. Attendez un instant. Je vais prendre un KPI. C'est le même exercice que je fais en formation Professional Scrum Master. Je vais voir si la performance va se comparer. Est-ce que tout le monde a compris l'exercice? C'est parti! Levez la main quand vous croyez être au bon endroit. Levez la main quand vous croyez être au bon endroit. J'ai presque une ligne pleine. Levez la main quand vous croyez être au bon endroit. On dirait que vous avez terminé. Top. Donc, je vais me satisfaire de ça. Cette ligne-là a l'air d'être vraiment complète. Vous avez réussi en 1 minute et demie, ce qui est un excellent score. Habituellement, je fais l'exercice avec un chargé de projet qui est responsable de faire le même exercice, mais c'est lui qui est responsable de les placer en ligne. Croyez-vous que si j'avais demandé à une personne de vous placer en ligne, elle aurait fait un résultat aussi bon et plus rapide que vous? C'est pratiquement impossible. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il faut comprendre de mon exercice? Il faut travailler plus en équipe. Délégation. Quoi d'autre?
Auto-organisation, communication. Que devient le rôle du gestionnaire? Que devient le rôle du gestionnaire? Définir les objectifs clairs. Y a-t-il d'autres rôles? Définir les balises. Objectifs clairs, contraintes claires, quoi d'autre? Facilitation. C'est bon. Rétroaction. Merci beaucoup. On peut retourner à sa place. Merci beaucoup. C'est bon. Le plus difficile, ça va être de récupérer le contrôle de la salle. C'est un exercice que j'utilise habituellement dans le cours de Professional Scrum Master pour expliquer quelle valeur vous pourriez avoir à utiliser l'autogestion. Je ne fais pas beaucoup de distinction, moi, entre l'auto-gestion et l'auto-organisation. Je sais que pour certains coachs, c'est très important de faire la distinction. Moi, je crois que c'est sensiblement le même processus, sauf qu'il est mené de manière plus large. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Qu'est-ce qui arrive quand on pousse cet exercice-là à beaucoup plus large? Okay? Donc, moi, j'ai fait partie d'une organisation pendant longtemps qui testait au maximum les limites de l'autogestion. On a trouvé du bon, on a trouvé du moins bon, et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, vous avez déjà mentionné certains des points importants si je voulais mettre en place de l'autogestion, comment y faire confiance. Vous avez dit qu'il faudrait définir des objectifs clairs. Ben oui, si vous ne définissez pas des objectifs clairs, les gens vont se mettre à faire n'importe quoi. On ne voudrait pas que tout le monde vise des objectifs différents. Ensuite, des contraintes claires. Bien, surtout si vous êtes dans un milieu réglementaire, mais même, vous ne voudriez pas que les gens transgressent. Vous ne voudriez pas que les gens transgressent vos règles de sécurité, vos règles de vérificateur général. Vous voulez que le produit des projets de vos équipes soit un produit conforme. Et l'autre point qui est très important, il faut que les gens soient capables. Capable, c'est un mélange de compétences. Est-ce que j'ai la compétence de faire ce que tu me demandes? Et est-ce que les ressources sont suffisantes? Si vous ne mettez pas en place ce genre de critères-là, vous n'obtiendrez pas l'efficacité qu'on a eue aujourd'hui. Vous allez plutôt créer de la confusion. Les gens ne sauront pas ce qu'ils ont à faire. Vous allez créer de l'éparpillement, des résultats qui sont incomplets. Vous allez avoir de la paralysie. Les gens n'oseront pas. Vous aurez de la frustration, surtout s'ils n'ont pas les compétences ou les ressources disponibles. Et finalement, vous allez user le moral des troupes. Et ça nous amène sur la question, si jamais on voulait utiliser plus d'autogestion, il faudrait que nos gestionnaires apprennent à faire du servant leadership. Et dans mes cours, j'aime bien utiliser l'analogie de l'apiculteur. Moi, je n'ai jamais vu un apiculteur coordonner les abeilles. Je n'ai jamais vu faire la danse de l'abdomen pour expliquer où sont les fleurs. Et pourtant, un apiculteur fait beaucoup de choses au service de sa ruche. Il manque d'espace, on rajoute une boîte, on prend la nourriture, on la remplace. C'est le temps des pommes, on déplace nos boîtes. Donc, un paquet de choses que je fais au service du système sans jamais le coordonner. Et si vous ne faisiez pas ça, vous ne seriez pas un apiculteur, vous seriez un chasseur de miel. Et un chasseur de miel, c'est un métier difficile où vous devez emboucaner un arbre pour être capable d'aller cueillir le miel alors que les abeilles n'ont pas du tout envie. Donc, on ne parle pas ici de devenir un chasseur, on parle d'être un gestionnaire, mais dans des contraintes. C'est bon pour ça?
Qui pourrait me dire quels sont les avantages, les promesses de l'autogestion? Est-ce qu'on peut gagner à faire plus d'autogestion? Qu'est-ce qu'on pourrait... De l'engagement. Quoi d'autre? De la rapidité. De la souplesse. Plus fort, je suis plus vieux de 15 ans. De l'efficience. Ici, j'ai repris certains des points. Là, vous ne les voyez pas encore, vous me voyez. Pourrais-tu remettre les slides à l'écran, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Donc, plus d'efficacité, ça a été nommé. Plus de motivation, de la réalisation de soi, meilleure communication, plus grande prise de perspective. Ben oui, je vous demande à tous et chacun, c'est quoi votre opinion? Je vais avoir plus de points de vue. Une marque de reconnaissance envers les employés. Il y en a qui cherchent à remettre, à signifier leur reconnaissance envers leurs employés en leur donnant plus d'autonomie. Prise de décision plus proche des problèmes et c'est également un idéal. On se fait parler de la nouvelle génération, des jeunes qui préfèrent qu'on leur donne des responsabilités plutôt que de leur donner des tâches. On a l'impression que c'est dans l'air du temps de laisser beaucoup plus de place à l'autogestion qu'auparavant. On est-tu prêt à vraiment laisser de la place à l'autogestion? En fait, jusqu'à quel point vous êtes prêt à le faire? À main levée, qui est prêt à laisser son équipe de projet gérer par elle-même son sprint backlog, son carnet d'itération? On est à l'âge le tour, là. Je m'attendais à beaucoup plus de mains levées que ça. Come on, répondez avec une main levée, ce n'est pas un gros effort. Quand même une proportion de gens qui sont prêts à laisser la gestion du sprint backlog à son équipe. Combien d'entre vous sont prêts à laisser les équipes faire par eux-mêmes, les estimer, par exemple, avec du poker planning? Une proportion qui est sensiblement la même. Combien d'entre vous sont prêts à laisser les équipes gérer par elles-mêmes les dépendances inter-équipes? Le fait que, par exemple, l'équipe des écrans a besoin des équipes de service. Quand même une pas pire proportion, mais plus petit que les questions d'auparavant. Combien ici sont prêts à laisser les équipes de projet prendre des décisions sur l'architecture logicielle? Sensiblement, toujours la même proportion. Donc, je dirais qu'il y a peut-être de 1 à 2 tiers des gens qui sont prêts, pour ceux qui ont levé la main, qui sont prêts à laisser cette autorité-là, déléguer cette autorité-là vers vos équipes de projet. Je pousse plus loin. Combien d'entre vous sont prêts à laisser les équipes de projet choisir eux-mêmes les indicateurs du suivi du projet? Le tableau de bord. Et moins de mains. OK. Combien sont prêts à les laisser gérer par eux-mêmes les conflits interpersonnels? Ah, vous êtes plus prêts à les laisser régler le problème interpersonnel que le tableau de bord. C'est intéressant. Peut-être que vous ne vouliez pas la responsabilité. Combien sont prêts à les laisser, ici formation, je ne veux pas dire éducation, là, je veux dire former les équipes, la composition. Combien d'entre vous sont prêts à laisser les équipes choisir eux-mêmes dans quelle équipe ils seront? Ça ressemble à la proportion du tableau de bord. Croyez-vous que c'est possible? Si je vous disais qu'à PSP, mon collègue Guillaume a fait l'exercice par 3 fois de laisser 75 personnes former les équipes pour la prochaine année. Et il n'y a pas eu de difficulté. Et il a dû faire des choses pour que ça se produise. Il a dû expliquer l'objectif annuel. Il a dû expliquer les contraintes des produits qu'on allait livrer cette année. Ils se sont basés sur leur expérience de l'année précédente. Et ensuite, ils se sont formés en équipe de manière à être capables. Donc, un mélange, si vous croyez qu'ils se sont toujours placés
En équipe multidisciplinaire, c'est pas vrai. Des fois, ils ont décidé que c'était une bonne idée d'être une équipe multidisciplinaire ou dans une autre appellation, la feature team. D'autres fois, ils ont décidé de se placer en component team, en équipe de composants, parce qu'ils trouvaient que c'était plus efficace pour protéger le domaine d'affaires. Je pousse plus loin. Combien d'entre vous sont prêts à laisser les employés être responsables du processus d'embauche? Moins de mains, mais quand même, il y a des mains qui se lèvent. Si vous pensez qu'il n'y en a aucune qui se lève, il y a quand même des mains qui se lèvent. Combien sont prêts à laisser les employés négocier eux-mêmes leur salaire? Pourquoi vous riez? Et pour moi, il n'y a pas de différence dans la question que je pose d'une fois à l'autre. C'est à chaque fois de l'autogestion ou de l'auto-organisation. C'est juste que le sujet prend de plus en plus d'ampleur. Peut-être plus en plus d'ampleur sur le rôle qu'on accorde habituellement à un gestionnaire. Mais à chaque fois, je pourrais me dire, le gestionnaire, en réalité, devrait être un servant leader. Et ce que... Oups, ça a disparu. Et ce que je m'attends, c'est d'être le servant leader et que mes équipes prennent les décisions par elles-mêmes. J'ai fait partie d'une organisation qui testait jusqu'où on peut aller. Et là, je vais discuter avec vous de est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée. En fait, pour commencer, souvent, les coachs ou les entreprises qui veulent faire une distinction entre l'auto-organisation et l'autogestion, c'est parce qu'on est prêt à donner un niveau de délégation qui ressemble à ma première slide. On s'en tient au projet, à la coordination du travail. Le mandat est assez fermé. Ici, j'ai repris une citation du document L'autogestion dans la Société de l'information québécoise de Suzy Canivec, qui a fait une étude sur 3 organisations qui se disent libérées, autogérées, pour voir c'était quoi les impacts. Et ce qu'elle dit, c'est sensiblement la même chose ici. Habituellement, les méthodes agiles ne suggèrent pas vraiment de laisser complètement l'organisation se gérer. On a des cas qui sont un petit peu plus hors du commun, par exemple avec les organisations libérées, comme suggéré par M. Laloux. Donc, habituellement, on est prêt à les laisser organiser le travail pour obtenir sensiblement l'efficacité que vous avez obtenue à vous placer en groupe. Donc, évitez d'avoir des allers-retours avec l'architecte, avec le gestionnaire. Vous êtes proche du problème, vous êtes proche de la solution. Je ne me tiens pas loin. Si vous avez besoin d'informations, je vais vous aider, je vais vous éduquer sur le sujet, mais je vais éviter le plus possible de faire la coordination. Mais aussitôt qu'on sort du contexte du projet, on a tendance à vouloir s'arrêter. Se dire, là, on est rendu à l'espace de la gestion. Et si vous connaissez le modèle Accelerate de John Kotter, c'est sensiblement ce qu'il vous suggère. Allez chercher de l'efficacité dans votre projet pour le rendre dynamique, pour le rendre fluide, pour le rendre plus agile, mais contraignez-le avec une gestion plus hiérarchique qui va donner des mandats à vos équipes qui, elles, seraient autogérées. À partir du moment où on dépasse le contexte du projet, pour plusieurs, on considère qu'on est en train de viser un idéal, une utopie. C'est un peu ce qui est écrit aussi, toujours tiré du même document de Suzy Canivec. Certains aimeraient pousser plus loin pour voir qu'est-ce qui se passerait si vous étiez capable de laisser plus d'autogestion dans votre organisation. Et moi, je me suis posé la question, est-ce que ça se pourrait que les organisations vont réagir différemment, dépendamment de leur culture, dépendamment de leur structure? Vous avez peut-être déjà vu ce modèle-là qui a déjà été présenté dans un Agile Tour. Je ne me souviens plus dans quelle année, mais c'est un modèle qui a déjà été présenté dans un Agile Tour précédent. Donc, ici, Michael Spade propose 4 types de cultures. Et lui, il se posait la question, quelles sont les cultures qui résistent le plus à l'agilité? Je vais utiliser le même système de culture pour voir lesquelles résistent le plus à l'autogestion. La structure de contrôle.
comme le petit dessin le montre, la structure de contrôle est une structure hiérarchique. C'est-à-dire que plus vous êtes en haut dans les hiérarchies, plus vous prenez de décisions importantes, puis après ça, vous déléguez un certain pourcentage de vos décisions vers un autre gestionnaire et comme ça, on descend jusqu'aux équipes de projet. Les structures de contrôle sont habituellement contrôlées par des gens qui ont des titres. Et à partir du moment où vous avez un titre, vient automatiquement un pourcentage du pouvoir. Donc, les gens ont tendance à ne pas passer par-dessus le titre de quelqu'un parce que, normalement, si vous passez par-dessus, c'est que vous n'avez pas ce pouvoir. Donc, vous êtes en train de faire de l'insubordination. La structure de compétences. La structure de compétences, c'est plus vous êtes expert de votre domaine, plus vous avez publié, plus vous avez de diplômes, plus vous avez de reconnaissance académique, plus c'est vous qui avez le pouvoir. Donc, être l'expert de quelque chose fait que quand on se pose la question, c'est vous qui avez plus raison que les autres. Le domaine médical, voyez comment le médecin a souvent plus raison, en fait même un médecin spécialisé pourrait avoir plus raison qu'un médecin général. Un médecin général aurait plus raison qu'une super infirmière. Une super infirmière aurait plus raison qu'une autre infirmière, et ainsi de suite. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas experts de leur domaine, mais on voit une hiérarchie qui est directement liée à votre niveau de diplomation. La culture de collaboration. La culture de collaboration est une culture où on doit livrer en équipe. Le pouvoir vient de l'équipe. Donc, il vous faut absolument un pouvoir d'affiliation. Si vous appartenez à aucune équipe, vous n'avez presque pas de pouvoir. Si vous faites partie d'une grosse équipe, avec un gros projet très important, tout d'un coup, vous avez plus d'ascendance dans votre organisation. Et finalement, la culture de croissance vise le développement personnel des individus. Ici, c'est spécial, on est tourné vers l'individu. Le but de cette organisation-là, contrairement aux autres, n'est pas nécessairement de livrer quelque chose au nom de l'organisation, c'est plutôt de focusser sur le développement de chacun des individus. Donc ici, le leadership s'exerce d'une drôle de manière, il s'exerce par le charisme. Donc une personne qui a un projet motivant pour solliciter votre développement personnel sera probablement votre gestionnaire. C'est lui qui va attirer le pouvoir autour de lui. Donc, à main levée, qui ici pense qu'il fait partie surtout, je dis surtout parce que c'est sûr que vous n'avez pas une culture qui est pure dans votre organisation, mais diriez-vous que vous êtes surtout une culture de contrôle, à main levée? Il y en a qui se reconnaissent dans le modèle du contrôle. Qui serait surtout dans une culture de compétence? Personne des universités ici? Peut-être pas professeur, mais vous pourriez imaginer comment un professeur émérite a plus d'ascendance dans une université qu'un professeur, qu'un chargé de cours, qu'un étudiant. Et c'est directement lié à vos réalisations. Collaboration, et presque autant que contrôle, et finalement de croissance. Je ne suis pas surpris, ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on voit en entreprise, c'est quelque chose que vous allez voir dans les domaines un peu plus caritatifs. En fait, peut-être que les gens organisateurs de l'Agile Tour auraient pu se mettre ici. Ils sont dans un projet au service du plus grand commun. Chacun des individus qui font partie de l'organisation vont se développer dans l'organisation d'un événement. On pourrait dire que le comité organisateur probablement a une culture de croissance. À mon avis, les cultures qui ont le plus besoin de faire plus d'autogestion sont les cultures de compétences et les cultures de contrôle. Parce que quand vous êtes dans une certaine culture, vous avez tendance à exagérer. Et on se spécialise, on devient un peu plus... les personnes qui vieillissent ont de plus en plus leurs traits de caractère, leurs bons traits de caractère et leurs mauvais traits de caractère. Mais c'est un peu la même chose pour une organisation. On finit par
accentuer nos traits de caractère. Donc, si vous êtes de plus en plus contrôlant, bien, vous allez de plus en plus paralyser votre organisation. Les gens vont attendre une instruction avant de se bouger. Donc, une manière d'assouplir ce qui se passe dans votre organisation serait avec plus d'autogestion. Même chose pour compétences. J'étais dans un rassemblement de formateurs pour la Scrum.org à Boston et David nous avait dit, qui est le représentant, le directeur général à Scrum.org, qui a dit il y a des gens d'une université en train de faire une recherche très élaborée qui sont venus nous demander pourquoi pourriez-vous nous aider à faire du Scrum? Et là, David a dit mais pourquoi? Il me semble que vous êtes hautement qualifiés. Pourquoi je vous apprendrais à travailler? Bien, on est hautement qualifiés, chacun dans nos silos, mais on a énormément de difficultés à travailler ensemble. Donc, comment faire pour produire des résultats, plusieurs experts ensemble? Mais les cultures de collaboration et de croissance, eux, sont déjà avec un ascendant vers l'autogestion. Donc, leur demander de faire plus d'autogestion risque de les amener dans des patterns plus négatifs parce qu'ils sont en train d'exagérer sur leurs patterns. Je ne voulais pas montrer. Tiens. Je ne sais pas qui a réussi à lire la slide. J'espère que pas beaucoup. Il y avait beaucoup de texte. Diriez-vous que dans une organisation complètement autogérée, il n'y a aucun leadership? Comment s'exprimerait le leadership selon toi? Oui, tout à fait non de la tête que je t'ai repéré. Donc, il va y avoir un leader qui essaie de pousser les gens à l'accomplissement, au développement personnel. Puis, ça serait quoi qui ferait qu'il y aurait plus de pouvoir? Quels individus auraient le plus de pouvoir dans une organisation ou de collaboration ou de croissance, selon vous? Oui. Les influenceurs, les charismatiques, tout à fait. Surtout ceux qui ont un projet, un idéal, tout à fait. Quoi d'autre? Oui. Ceux qui sont capables de faire de facilitation pour obtenir des consensus. Tout à fait, ça serait dans la culture de collaboration. Quoi d'autre? Ceux qui ont un réseau. Si vous êtes dans une culture de collaboration, plus vous connaissez de gens de manière authentique et que vous avez une belle relation avec eux, plus vous avez d'ascendance dans votre organisation. Oups. Donc ici, les plus anciens. Les plus anciens parce que ce sont des modes de fonctionnement qui sont encore différents de ceux des plus populaires. Donc, juste le fait d'être habitué de bouger dans une organisation de croissance ou de collaboration, ça vous donne un avantage sur les autres. L'expertise. L'expertise, ça va de soi, je n'ai rien d'autre à ajouter. Le charisme a été mentionné. Plus vous avez un projet avec un idéal qui demande aux gens de se dépasser, plus vous allez avoir un pouvoir important dans l'organisation, principalement celle de croissance. L'implication. Ceux qui se démènent le plus, ceux qui sont dans la majorité des comités, qui sont prêts à aller faire du rayonnement de développement des affaires, qui vont faire des conférences à l'Agile Tour, ceux qui font comme de l'extra-travail dans une culture de collaboration seront souvent plus respectés, auront plus d'ascendance dans l'organisation. L'affiliation. Comme je disais plus tôt, si vous appartenez à une grosse équipe dont le sujet est important, ça rejaillit sur vous en termes d'importance et donc vous avez de facto plus de pouvoir et d'ascendance dans votre organisation. Les meilleurs orateurs, ça vous demande de discuter énormément. Dans celle de collaboration, on disait qu'il faut de la facilitation pour être capable d'obtenir du consensus. Et même si vous avez un excellent facilitateur, si vous avez un excellent orateur en face de vous,
il est très habile pour dire ce qu'il veut, malgré la facilitation. En fait, il y a plusieurs bons orateurs qui sont aussi d'excellents facilitateurs. Ça vous demande un superbe facilitateur pour réussir à déjouer un autre très bon facilitateur. Essayez donc de coacher une gang de Scrum Masters. Donc, les meilleurs orateurs ont une plus chance d'influencer ce qui va se passer, contrairement à ceux qui ont moins cette aptitude-là. C'est également un système qui peut devenir vulnérable à la manipulation. Je ne veux pas dire une manipulation qui est faite nécessairement de manière mal intentionnée, mais par exemple, dans une culture de croissance, si quelqu'un considère qu'il n'y a pas besoin d'aller dans un certain comité, qu'il préférait en créer un nouveau sur un sujet semblable mais différent, on serait d'accord à ce qu'il crée ce nouveau comité-là. Mais quand tu fais ça, tu viens un petit peu de miner la crédibilité du précédent comité. Donc là, ça rajoute de la coordination, il risque d'avoir des dépendances ou de la confrontation entre les différents comités. Donc, si jamais vous êtes dans une culture de croissance ou de collaboration, la facilitation va devenir extrêmement importante. Et il va falloir aussi vous choisir un modèle de prise de décision. Et pas par le système. Parce que là, le système va manipuler le modèle de prise de décision. Il faut que le modèle de prise de décision soit entendu avant de commencer le jeu. Parce que sinon, un peu comme l'exemple des comités, quelqu'un va dire « Bien, tu sais quoi, moi, le modèle de décision, là, je ne suis pas d'accord. On devrait en trouver un autre, plus représentatif. Moi, j'ai décidé de travailler avec celui-là maintenant. » Bien là, vous pouvez comprendre que ça devient difficile de prendre une décision si n'importe qui peut invalider le processus de décision en place. L'autre chose qui est difficile dans un système qui est très autogéré, c'est la croyance que tout le monde a les mêmes compétences. Et probablement que votre organisation a une spécialité principale. Par exemple, nous, c'était d'être des conseillers. Bien, on a besoin de d'autres types d'experts dans l'organisation, pas seulement des conseillers. Vous avez peut-être besoin de quelqu'un pour faire la facturation, vous avez peut-être besoin de quelqu'un pour le marketing, vous avez peut-être besoin de quelqu'un pour, vous voyez, il y a des sujets qui sont peut-être plus satellites, mais qui permettent de faire ramener le succès pour votre expertise principale. Dans un système autogéré, certains individus pourraient simplement lever la main en disant « ça m'intéresse ». Mais ce n'est pas parce que ça t'intéresse que tu es capable. Et là, si tu n'es pas capable, et que le système dit quand quelqu'un est intéressé, il a le droit de lever la main, bien là, vous êtes un peu mal pris parce que vous venez de nommer quelqu'un qui ne vous apportera pas le succès. Donc, ici, faire attention à ça. Toutes les personnes sont pas aussi compétentes. Et ici, il y a une citation. Des fois, ça ne nous donne pas envie d'être transparent parce qu'on a l'impression que les gens ne sont pas tous capables de comprendre ce qui a été publié ou qui a été rendu transparent. Par exemple, si vous rendez vos finances disponibles à tout le monde, après ça, les gens pourraient se mettre à se poser des questions sur, d'abord, pourquoi mon salaire est de temps? Et de ne pas prendre en considération toutes les contraintes d'avoir du cash flow, être capable de rencontrer la fin de l'année et ainsi de suite. Ça vous oblige presque à faire de la formation dans votre organisation pour monter notre compréhension générale de comment fonctionne une entreprise. Autre petit point, beaucoup plus personnel, les autres étaient un peu tirés de ce que j'ai lu. Moi, j'ai trouvé que dans un système autogéré, on devient obnubilé par le mode de fonctionnement. On devient tellement obnubilé par le mode de fonctionnement qu'on a tendance à oublier la contrepartie extérieure. On est supposé de rendre des produits et des services. Et là, on est plus intéressé à comment on va faire pour nous rendre fonctionnels. Et plus vous vous posez cette question-là, et moins vous avez de modèles de prise de décision, et plus il est difficile de faciliter
plus vous tournez dans un cercle vicieux où vous êtes sans arrêt en train de réinventer votre mode de fonctionnement. Ensuite, ça nourrit l'individualisme, surtout si vous êtes dans une culture de croissance. C'est normal, c'est la valeur principale de votre organisation. Donc, il va venir un moment dans votre organisation où chaque individu va vouloir offrir sa propre offre de service, avec ses propres nuances. Avez-vous essayé de faire un pamphlet pour le Giletour si tout le monde a une nuance importante qu'il veut apporter aux produits et services? Ça devient très difficile. Vous auriez autant de pamphlets que vous auriez d'individus. Ou on n'est pas d'accord sur la manière de redistribuer des revenus. Par exemple, des revenus de formation. On est tous des conseillers et là, on touche tous à la formation. En quoi mon équipe va recevoir sa juste part des profits de formation? Et on est-tu d'accord sur la manière de la facturer? Dans un mode individuel, dans un mode de croissance, quelqu'un pourrait avoir une valeur importante de rendre accessible la formation aux plus démunis. Et si vous faites ça, comment vous allez balancer sur votre site Web l'offre où vous avez des prix très bas pour les gens qui veulent aider les gens plus démunis versus les corporations qui voudraient avoir des prix plus élevés? Pas certain que votre clientèle va comprendre. Il faut être très habile à expliquer ce qui est en train de se passer. Là, je suis en train de vous donner seulement 2 exemples. Imaginez s'il y avait plusieurs déclinaisons différentes. Là, ça devient de plus en plus difficile à expliquer à votre marché. Pourtant, l'intention est louable en arrière. Ce n'est pas que cette personne-là est mal intentionnée, même, c'est une très belle intention. C'est presque impossible à plus de 20 individus. Je sais que dans le Guide Scrum, on parle de 9 individus. On dit au-dessus de 9, ça devient difficile de faire de l'auto-organisation. Selon les recherches basées sur ce qui s'est passé quand l'autogestion a été utilisée dans le monde, j'ai juste Union en tête, quand le marché du travail a commencé à amener la syndicalisation en Europe, on a vu que le chiffre magique, c'est à peu près 20. Donc, à 20, vous arrivez aux limites de ce qu'un groupe est capable de faire en termes de relations 1 à 1. Si vous faites un petit graphique, en fait, j'aurais pu faire ce graphique-là. Si vous faites un petit graphique avec 4 points et que vous tracez toutes les relations possibles entre 4 points, vous allez obtenir 6 relations. Si je vous fais le même graphique avec 6 points, vous allez avoir 15 relations. 15 chances, et on n'est que 6. 15 chances que 2 individus ne soient pas capables de se blairer ou ne soient pas d'accord. Je ne suis même pas rendu à 20. Là, pour être capable de trouver ce chiffre-là, il faudrait faire 19 plus 18 plus 17. Il y a quelqu'un qui pourrait me le calculer. Mais vous pouvez imaginer que ça va faire beaucoup de relations qui pourraient dériver. Avec l'exemple que je vous ai montré précédemment, si chaque personne veut apporter sa nuance et si chaque comité peut décider que lui veut prendre une décision d'une autre manière et former son propre comité, bien, vous pouvez imaginer que rapidement, vous allez multiplier les comités et vous allez multiplier les dépendances. Et si vous êtes dans une culture de collaboration et que vous avez la valeur du consensus tatoué, ça veut dire que tous les comités doivent faire consensus avant qu'on soit capable de prendre une décision. Étrangement, ce que je reproche au modèle de contrôle, de ne pas être suffisamment flexible, je suis en train de reproduire exactement la même chose, mais dans un mode collaboratif. En fait, on a juste pensé à l'environnement. Je ne crois pas qu'on va résoudre le problème de l'environnement avec les actions de tous et chacun. On le voit déjà. Moi, j'ai décidé de faire du recyclage. Ah bien, moi, j'ai plutôt décidé de faire du compost. Moi, j'ai choisi la voiture électrique. Moi, j'ai décidé de ne plus prendre l'avion. C'est correct, mais on ne peut pas dire que globalement, on va réussir à faire un changement si chacun peut choisir de son moyen, si on n'essaie pas de se connecter sur un objectif plus global. Et parce que vous êtes tourné vers vous-même, ça pourrait vous amener vers la précarité, parce que vous passez beaucoup d'efforts à organiser le fonctionnement interne,
forcément, vous passez un peu moins de temps à vous occuper de ce qui se passe à l'externe. Donc, l'effort d'écoute, d'aller vers son client, de le comprendre, bien, vous le passez aussi à l'interne, à écouter ce qui se passe à l'interne, à essayer de se comprendre et à essayer de s'organiser. C'est probablement le point que moi, je ne veux plus jamais traverser. J'entends quelqu'un rire. Ça n'a pas été la plus belle année. La dernière fois, j'ai fait une négociation salariale autogérée. Peut-être que le mode de décision n'était pas tout à fait clair avant de commencer. Mais c'est surtout l'individualisme qui m'a surpris. Et vous auriez été surpris aussi, parce que si vous croyez que tout le monde a fait une demande salariale démesurée, ce n'est pas ce qui s'est passé. Il y a des gens qui sont prêts à descendre leur salaire. Il y a des gens qui sont prêts à garder leur salaire. Il y a des gens qui sont prêts à augmenter leur salaire. Mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont prêts à faire un modèle cohérent ensemble. Et c'est ça qui est difficile. Avec tous et chacun, il y a moyen d'aller chercher un compromis, une négociation, mais en groupe, c'est beaucoup plus difficile. Et là, si vous rajoutez la difficulté que certaines personnes sont de moins bons orateurs que d'autres, bien là, vous pouvez imaginer que certaines personnes qui sont moins bien entendues que d'autres. Et ces personnes-là, sans vouloir faire mal à la personne d'à côté, vont écraser. Parce que pour obtenir ton point, tu es très éloquent. Et là, si en plus, la personne qui vous facilite n'est pas aussi forte que la personne qui est oratrice, moi, j'ai trouvé ça très difficile. Et je ne recommencerai pas. D'ailleurs, ce que j'ai lu dans le document de Suzy Canvec, c'est que normalement, les systèmes autogérés n'essaient jamais cet exercice-là. Habituellement, ils en viennent rapidement à la conclusion que les salaires devraient être égaux. À des fois, quelques différences près, si une personne a vraiment de l'extra-travail supplémentaire par rapport à d'autres, bien, il arrive parfois qu'on lui donne une rémunération supplémentaire, mais c'est rarement une très grande disproportion. Donc, la manière de s'y prendre, c'est d'avoir des salaires égaux. Ceci dit, si je rajoute ce qu'on a dit à propos de la précarité, si votre système est précaire et qu'il aimerait monter la masse salariale avec des salaires égaux, bien, vous êtes obligé de monter la masse salariale de tout le monde en même temps. Donc, à un moment donné, vous avez comme un plafond de verre qui peut être difficile. Mais vous n'êtes pas des gens de profit, vous n'êtes pas nécessairement des gens de résultat, donc vous ne visez pas nécessairement à augmenter les revenus. Donc, à un moment donné, votre système il finit par s'auto-plafonner et vous pourriez créer une forme de frustration de la part de votre masse d'employés. Tous ceux qui aimeraient faire des organisations libérées, inspirées de discours comme celui qu'on entend des fois de Frédéric Laloux, ne parlent pas nécessairement de la finalité d'un système autogéré. Donc, de ce que j'ai compris dans ce document-là, il y a deux grandes finalités à un système autogéré. Soit il abandonne l'autogestion pour survivre, et là, ici, j'ai la loi dégénérative d'Albert Minster. Au début, on est tous emballés par notre idéal d'autogestion, et on se lance, et on est d'accord, et on est solidaire. Ensuite, il y a la réalité économique qui embarque. Et là, ça nous fait douter que ce modèle-là est pérenne pour notre futur. À un moment donné, il y a comme deux modèles qui finissent par exister. Le modèle qui est plus de coordination, celui de l'autogestion. Les deux essaient de trouver leur place dans une espèce de désir de survie. Et souvent, vous pourriez avoir le système de coordination qui se met à l'emporter sur le système d'autogestion. L'autre chose qui, dans la documentation de l'autogestion, est considérée comme créative, c'est qu'un système autogéré, quand il a atteint sa maturité, fait de la division cellulaire. Donc, vos équipes vont former de nouvelles équipes, de nouvelles entités, de nouvelles entreprises,
Et du point de vue de l'autogestion, c'est bon. Le système a fait ce qu'il avait à faire, il a évolué. Je pense que c'est correct dans l'esprit d'un système d'évolution, mais si vous, ce que vous aviez envie, c'était d'avoir une organisation qui croît, bien, ce n'est pas ça qui est en train d'arriver. Vous avez une organisation qui croît jusqu'à un certain point, puis quand elle a atteint son summum, fait des petits. Donc, il y a le côté plus négatif. Là, on pourrait croire que c'est la bonne solution, mais en fait, du point de vue de l'autogestion, le succès, c'est quand vous avez réussi à faire des petits et que ça s'est propagé en plusieurs déclinaisons différentes. C'est important de comprendre le potentiel aboutissement d'une équipe autogérée. Il y a quand même des points positifs, entre autres dans le monde de l'agile, merci, qui a été découvert en lien avec l'autogestion. Par exemple, tout l'aspect rétrospective qui a permis d'avoir, et d'ailleurs, vous n'avez pas beaucoup levé la main par rapport à j'aimerais ça m'occuper des tensions interpersonnelles. Vous étiez prêt à déléguer ça vers les équipes. Bien, en fait, avec les Scrum Masters, la facilitation, les exercices de rétrospective, les gens dans les équipes sont de plus en plus habiles à être authentiques. Et c'est très à la mode, entre autres, avec le livre Radical Candor, où on apprend au gestionnaire, et si tu étais plus authentique, qu'est-ce qui arriverait? Donc, il y a quelque chose de bon avec les systèmes autogérés, c'est que ça a appris les gens à être de plus en plus authentiques entre eux. Il y a des choses qui peuvent naître d'un système autogéré qui sont inattendues, une surprise, comme un processus d'accompagnement des nouveaux employés. Vous ne seriez peut-être pas attendu que les gens seraient prêts à faire ça, et probablement que, comme étant un employé eux-mêmes, les gens vont peut-être avoir une empathie, une attention particulière pour les nouveaux employés. Ici, je l'ai mis dans les côtés positifs parce que du point de vue de l'autogestion, la division cellulaire est considérée comme positive. Et il y a aussi qu'il y a beaucoup d'outils qui se sont créés dans le mode de l'informatique pour aider les gens à être de plus en plus collaboratifs, même avec la distance qui peut être une contrainte. On a de plus en plus de wikis, on a de plus en plus de cloud qui nous permettent d'augmenter la collaboration. Donc, c'est de plus en plus possible. Par contre, si vous vous lancez dans ce défi-là de l'autogestion de plus en plus grande et d'envergure, bien, faites attention à certains points pour rendre la chose plus agréable. Faites attention que la confiance en soi de chacun des individus va être importante et qu'il va falloir développer ses aptitudes humaines d'argumenteur, d'orateur. Donc, les gens qui sont moins habiles à le faire, attendez-vous à ce qu'ils souffrent plus. Assurez-vous que vous partagez la même idéologie, parce que si vous amenez des gens qui, eux autres, veulent la survie de l'organisation, vous allez solliciter une grande tension dans votre organisation. Les gens qui sont les plus influents, si vous voulez que votre système survive, il va falloir qu'ils apprennent un jour à s'effacer. Et ce qui est bizarre dans les gens qui sont très influents dans un système autogéré, c'est que des fois, ils ont tendance à dire « Non, non, je ne suis plus gestionnaire, le système est maintenant autogéré. » Oui, mais tous les autres aspects du leadership dont on a parlé plus tôt, l'expérience de ce système-là, ton charisme, ça n'en venira pas. Tu ne deviendras pas moins charismatique parce que tout d'un coup, tu as laissé les équipes se gérer. C'est que si vous voulez laisser la place au renouveau, il va falloir apprendre à s'effacer, ce qui est encore une forme de division cellulaire. Attendez-vous à ce qu'il y ait des réorganisations permanentes. Donc, attendez-vous que ça pourrait avoir un impact sur votre performance d'organisation. Et trouver le moyen de trouver une gouvernance qui permet cette espèce de prise de perspective et de prise de consensus naturellement. Moi, je n'ai rien d'autre en tête que l'holocratie pour l'instant en tête, mais je me souviens, est-ce que c'est un Agile Tour de Québec ou deux? Il y a quelqu'un qui rapportait son expérience avec l'holocratie, puis cette personne-là mentionnait « Faites attention, si vous n'avez pas un processus clair et que vous avez des bons orateurs dans la salle, ils pourraient se mettre à déjouer votre système. Donc, assurez-vous que les règles du jeu sont très claires avant de permettre l'autogestion de s'installer. »
Avez-vous des questions pour moi? Serait possible de se promener avec les micros, s'il vous plaît? Moi, dans la dernière diapositive, il y a une slide que j'aurais aimé ça qu'on revienne dessus. Dans le fond, dans J'aimerais qu'on revienne sur une Ouais, slide. il y avait une petite bulle que j'ai pas tout à fait compris. Est-ce qu'on pourrait afficher les slides, s'il vous plaît? C'était avant ou après? Après. Celle-là en bas à droite. La réorganisation permanente? Ouais. Oui. Il faut que tu t'attendes qu'il y ait une réorganisation permanente de tes comités, de tes structures. Ça ne restera pas figé. Vous n'allez pas trouver le modèle qui va tenir la route. Il faut que vous vous attendiez que c'est le modèle du moment et qu'il va mourir. Si vous partez avec le principe que ce n'est pas ça qui va arriver, vous allez être extrêmement frustré. Parfait, merci. Autre question? Une fois? Deux fois? Merci beaucoup tout le monde.